Elle a maladroitement renversé du café sur sa chemise blanche. Le liquide brûlant s'est étalé sur le tissu coûteux, telle une tache sombre de culpabilité. Ses mains tremblaient incontrôlablement tandis qu'elle tentait de nettoyer avec un chiffon quelconque, sachant que cette simple erreur pourrait lui coûter son emploi, sa seule source de revenus, sa survie. Soudain, sans raison, sans comprendre pourquoi, elle s'est arrêtée. Elle a levé les yeux. Et lorsqu'elle a croisé son regard, quelque chose en elle s'est brisé. Des larmes ont jailli sans prévenir. Coulant sur son visage comme si elle provenait d'un puits profond de douleur ancienne, et de sa gorge est sorti un murmure d'une voix brisée, chargée d'un poids qu'elle ne comprenait pas. « Je suis désolé, tellement désolé. » Antoine Dubois s'est figé. Chaque muscle de son corps s'est tendu. Ces mots en français, simples et banals, ont résonné dans son âme comme un glas sonnant au fond d'un abîme. Comme s'il avait attendu 373 ans pour les entendre. Comme si enfin, après des siècles, quelque chose d'essentiel se mettait en place. Il ne savait pas pourquoi les excuses d'une femme de ménage le touchaient si profondément. Elle ne savait pas pourquoi elle demandait pardon pour avoir renversé un simple café. Mais à cet instant précis, dans le bureau luxueux d'un hôtel particulier parisien, deux âmes se sont reconnues à travers le temps. Camille Rivière avait 29 ans et 3 emplois. Le jour, elle nettoyait l'hôtel particulier d'Antoine Dubois. L'après-midi, elle travaillait dans une blanchisserie. Le soir, elle s'occupait de personnes âgées dans une maison de retraite. Elle dormait 4 heures par nuit, mangeait une fois par jour. Et même ainsi, elle parvenait à peine à payer le loyer d'une chambre minuscule qu'elle partageait avec 2 autres femmes. Antoine Dubois avait 38 ans et 7 hôtels de luxe disséminés dans Paris. Il portait des montres qui coûtaient plus cher que des voitures, changeait de voiture tous les 6 mois, ne souriait jamais et ne faisait confiance à absolument personne. Sa mère l'avait élevé seule après que son père les eut abandonnés. Elle avait fait des ménages toute sa vie pour payer ses études. Elle était morte d'épuisement 3 jours après qu'il eut obtenu son diplôme en administration. Antoine avait juré ce jour-là qu'il ne serait plus jamais pauvre, qu'il ne dépendrait plus jamais de personne et qu'il ne ferait plus jamais confiance aux promesses. Il avait bâti un empire hôtelier basé sur une règle simple: tout le monde trahit, tout le monde abandonne. Alors, il vaut mieux trahir le premier. Camille était entrée dans sa vie il y a 3 semaines. L'agence de nettoyage l'avait envoyée pour remplacer l'ancienne femme de ménage qui avait été licenciée pour vol. Elle était arrivée trempée par la pluie, trop maigre, avec des yeux cernés de fatigue. Antoine l'avait à peine regardée. Il avait simplement indiqué les zones qui devaient être nettoyées et était parti. Mais quelque chose d'étrange s'était produit ce premier jour, pendant qu'elle nettoyait la bibliothèque. Antoine avait eu un flashback violent. Il avait vu une femme en robe longue et voile pleurer. Il avait vu une chapelle ancienne. Il avait entendu des cris en vieux français. Il s'était réveillé en sueur froide dans son bureau sans comprendre ce qui s'était passé. Depuis lors, les flashbacks avaient augmenté. Chaque fois que Camille était à proximité, Antoine ressentait une douleur étrange dans la poitrine, une colère inexplicable, une sensation de trahison profonde qui n'avait aucun sens. Et Camille ressentait la même chose. Chaque fois qu'elle voyait Antoine, un poids écrasant de culpabilité s'emparait d'elle. Elle se surprenait à vouloir s'excuser sans savoir pourquoi. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits, rêvait d'un soldat blessé criant son nom, se réveillait en pleurant. Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité pour quelque chose dont vous ne vous souvenez pas avoir fait? Camille et Antoine étaient sur le point de découvrir que certaines dettes de l'âme traversent les siècles avant d'être payées. Revenons à cet instant dans le bureau. Le café renversé. Les mots « Je suis désolé, tellement désolé ». Antoine a saisi fermement le poignet de Camille lorsqu'elle a tenté de s'éloigner. Il a regardé dans ses yeux, cherchant quelque chose qu'il ne savait nommer. « Pourquoi vous excusez-vous » demanda-t-il d'une voix tendue. Camille cligna des yeux, confuse. Les larmes coulaient toujours. « Je ne sais pas, monsieur. Je vous jure que je ne sais pas. C'est juste que, quand je vous regarde, je sens que j'ai commis quelque chose de terrible, quelque chose d'impardonnable.
Sa main se serra plus fort sur son poignet. Il allait crier, allait la renvoyer, allait l'accuser d'être folle. Mais alors, il a vu la marque sur le poignet droit de Camille, juste là où il la tenait. Il y avait une tache de naissance petite et sombre, en forme de croix. Trop parfaite pour être une coïncidence. Antoine la lâcha comme s'il avait reçu une décharge électrique. Cette marque, il la connaissait. D'où? Comment? Cette nuit-là, Antoine n'a pas réussi à dormir. Il a retourné d'anciens documents de famille. Son grand-père avait laissé quelques affaires, de vieux papiers, une bague en or avec un blason, des lettres en vieux français. Antoine n'y avait jamais prêté attention, jusqu'à maintenant. Il a ouvert une boîte en bois poussiéreuse. À l'intérieur, il a trouvé un carnet intime de 1648. Les pages jaunies parlaient d'un soldat appelé Philippe d'Artois, son aïeul éloigné. Une entrée a attiré son attention. « Je pars demain pour la guerre. Isabelle a juré de m'attendre. Elle est de ma vie. Je reviens dans 6 mois et nous nous marierons. Je lui fais confiance avec mon âme. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il continua à lire. L'entrée suivante était d'une autre personne. Écrite 2 ans plus tard, Philippe est mort à la bataille en 1650. Il n'a jamais su qu'Isabelle a été forcée d'épouser un autre. Il est mort en criant son nom, avec une blessure d'épée en croix sur le poignet droit. Antoine lâcha le carnet intime. Ses mains tremblaient. Blessure en croix sur le poignet droit. Exactement là où Camille avait la tache de naissance. Exactement au même endroit. Coïncidence, murmura-t-il pour lui-même. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Mais son âme savait que ce n'était pas le cas. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Camille s'est réveillée en criant à 3 heures du matin. Elle a rêvé qu'elle était dans une chapelle ancienne, vêtue d'une robe de mariée, et entraînée à l'autel par des hommes inconnus. Son père criait que c'était pour le bien de la famille. Elle implorait Philippe. « Philippe, pardon. Philippe, reviens. Philippe, sauve-moi. » Elle s'est réveillée avec l'oreiller trempé de larmes. Elle a regardé la tache de naissance sur son poignet et a murmuré dans l'obscurité « Pardon. Où que tu sois. Pardon. » À cette même heure, à exactement 15 kilomètres de distance, Antoine s'est réveillé d'un cauchemar violent. S'est assis sur le lit en sueur, le cœur battant de façon incontrôlée, et a crié un seul mot, « Traîtresse ». Il ne savait pas pourquoi il avait crié cela, ne savait pas à qui il parlait, mais la colère était réelle, la douleur était ancienne, la trahison brûlait comme si elle s'était produite hier. 2 âmes, une culpabilité. 373 ans séparant une promesse de sa rédemption. Le lendemain matin, Camille est arrivée au travail avec les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Antoine l'attendait dans le salon. Il n'avait pas dormi après le cauchemar. Avait passé des heures à lire le carnet intime de son aïeul. Avait passé des heures à essayer de se convaincre qu'il était en train de devenir fou. « Nous devons parler », dit-il lorsqu'elle entra. Camille s'arrêta devant la porte. Son cœur s'emballa. Elle allait être renvoyée. C'était certain. Elle avait fait cette scène ridicule hier, s'excusant sans raison apparente. « Monsieur, à propos d'hier, je peux expliquer. Montrez votre poignet. » L'interrompit Antoine. « Pardon ? Votre poignet droit. La marque que vous avez. » Camille hésita, lentement. Elle tendit le bras. La tache de naissance en forme de croix était là, petite et foncée, sur sa peau claire. Antoine s'approcha. Il prit son poignet avec délicatesse cette fois. Il étudia la marque de près. Elle était identique à la description dans le carnet intime, cicatrice d'épée en forme de croix. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je suis né avec, monsieur. Ma mère disait que c'était la marque d'une autre vie, que j'étais morte en essayant de sauver quelqu'un que j'aimais. » Antoine la lâcha. Il passa sa main dans ses cheveux. « C'est de la folie. Ça n'a aucun sens. » « Qu'est-ce qui n'a pas de sens, monsieur ? » « Rien. Oubliez. Retournez. Retournez travailler. » Camille sortit, confuse. Antoine resta planté dans la pièce pendant de longues minutes.
Il regarda ses propres mains. Elles tremblaient. Il ne croyait pas à la réincarnation. Il ne croyait pas au destin. Il ne croyait pas aux âmes sœurs. Mais comment expliquer? Comment expliquer la douleur qu'il ressentait près d'elle? Comment expliquer les cauchemars? Comment expliquer que quand elle avait dit « je suis désolé », tellement désolé, c'était comme si 300 ans de rage trouvaient enfin une cible, cet après-midi-là. Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il annula toutes ses réunions, s'enferma dans son bureau et commença à enquêter sur Camille Rivière. Il découvrit qu'elle était née dans une petite ville appelée Vézelay, la même ville où le carnet disait qu'Isabelle vivait. Il découvrit que Camille avait 29 ans, le même âge qu'Isabelle avait quand elle est morte. Il découvrit que Camille n'avait jamais connu son père, tout comme Isabelle avait perdu son père jeune. Les coïncidences s'accumulaient comme des preuves dans un procès. Et la preuve la plus perturbante de toutes était accrochée au mur de son bureau. Une épée ancienne qui avait appartenu à Philippe d'Artois. Héritage familial qu'Antoine gardait comme décoration. Il décrocha l'épée du mur, tient la poignée froide, et pour la première fois de sa vie, Antoine Dubois pleura. Il pleura une trahison qu'il n'avait pas vécue, pour une guerre qu'il n'avait pas menée, pour un amour qu'il n'avait pas connu dans cette vie. Où l'avait-il connu? Cette histoire ne devrait pas exister. Mais certaines connexions transcendent le temps. Certaines promesses sont trop fortes pour être brisées par la mort. Et certaines âmes portent des dettes qui doivent être payées, peu importe le nombre de siècles qui passent. Camille et Antoine étaient sur le point de découvrir que 373 ans. C'est beaucoup de temps pour attendre le pardon. Mais quand les âmes sœurs se retrouvent enfin, le temps devient irrelevant. Le lendemain, quelque chose changea. Antoine commença à observer Camille, non pas comme un patron observe une femme de ménage, mais comme quelqu'un cherchant des réponses dans une énigme impossible. Il remarqua qu'elle fredonnait en nettoyant. Des chansons anciennes qu'il n'avait jamais entendues, mais qui sonnaient étrangement familières. Qu'il remarqua qu'elle touchait les meubles de la bibliothèque avec une révérence étrange, comme si elle reconnaissait chaque pièce. Il remarqua qu'elle regardait l'épée au mur et détournait toujours les yeux rapidement, comme si ça lui faisait mal de la regarder. Un jour, il la testa. Il laissa le carnet ouvert sur la table, quitta la pièce, mais resta à observer à travers l'entrebâillement de la porte. Camille entra pour nettoyer, vit le carnet, s'approcha, curieuse, commença à lire. Et alors, ça arriva. Elle toucha le papier jauni où était écrit le nom Isabelle. Au moment où ses doigts touchèrent l'encre ancienne, Camille sentit un choc électrique parcourir tout son corps. Des visions envahirent son esprit comme un barrage qui cède. Elle se vit dans une longue robe d'époque, vit un soldat jeune et fort tenant ses mains, le vit partir à cheval, la vit pleurer, vit des hommes l'entraîner dans une chapelle, vit un mariage forcé. La vit crier un nom, Philippe, Philippe, pardon. Camille tomba à genoux sur le sol du bureau, haletante. Des larmes coulaient sans contrôle. Elle serra son propre corps dans ses bras et commença à se balancer d'avant en arrière, répétant « Pardon, pardon, pardon ». Antoine entra en courant, s'agenouilla à côté d'elle. « Camille, que s'est-il passé? Camille ». Elle le regarda avec des yeux écarquillés et pleins de terreur. Pointa le carnet d'une main tremblante. « Je la connais. J'ai connu Philippe. Je suis elle. Je suis Isabelle. » Antoine se figea. Entendre cela à voix haute rendait tout trop réel. « Vous êtes en état de choc. Laissez-moi appeler de l'aide. »« Non. » Camille serra son bras avec force. « N'appelez personne. Je sais que ça paraît fou. Je sais. Mais j'ai vu. Quand j'ai touché ce papier, j'ai tout vu. La chapelle, le mariage forcé. Philippe partant à la guerre. Moi. Promettant d'attendre. Et après, ils m'ont forcé à épouser un autre homme. Mon père m'a entraîné, j'ai imploré, mais ils n'ont pas écouté. Sa voix se brisa. Elle couvrit son visage avec ses mains. Et Philippe est mort sans le savoir, mort en pensant que l'amour de sa vie l'avait abandonné. Antoine ne pouvait pas parler.
parce que chaque mot qu'elle disait résonnait comme une vérité absolue dans son âme. Il savait, d'une manière impossible et irrationnelle, il savait qu'elle disait la vérité. « Je ne te pardonne pas », dit-il froidement, en s'éloignant. Camille leva les yeux, remplis de larmes. « Quoi ? Si tu es Isabelle, si tout ça est réel, alors je suis Philippe. Et tu m'as trahi. Tu m'as laissé mourir seul sur un champ de bataille, en pensant que l'amour de ma vie m'avait abandonné. Mais je ne t'ai pas abandonné, tu vois. Ils m'ont forcé, et je suis mort sans le savoir. » Antoine criait maintenant, des années de rage inexplicable trouvant enfin une raison. « Je suis mort en criant ton nom. Je suis mort trahi. » Camille se leva, chancelante, tendit les mains vers lui. « C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je t'ai retrouvé. Pour te demander pardon. Pour que tu saches la vérité. La vérité ne ramène personne. Camille, la vérité n'efface pas 300 ans de douleur. Tu crois que tu es le seul à avoir souffert. » Camille criait à son tour. « Je suis morte 3 mois après toi, morte enceinte de ton enfant, morte en demandant pardon aux cieux. Et dans chaque vie depuis, j'ai porté cette culpabilité. Dans chaque vie, je t'ai cherché. » Silence. Antoine et Camille se regardèrent, 2 étrangers, 2 âmes anciennes, un abîme de temps et de douleur entre eux. Si cette connexion vous touche, si ces mots résonnent au fond de votre âme, peut-être que vous aussi, vous portez des promesses d'autres vies. Peut-être que vous aussi, vous cherchez quelqu'un, sans savoir qui. Certaines histoires ne se terminent pas avec la mort. Elles attendent simplement la vie parfaite pour être achevée. Antoine tourna le dos, quitta la pièce, s'enferma dans sa chambre. Camille resta là, immobile, seule dans le bureau luxueux, avec un carnet de 373 ans dans les mains et un pardon qui n'avait pas encore été accordé. Mais leur histoire ne faisait que commencer, parce que quand les âmes se retrouvent, la guérison peut prendre du temps. Mais elle finit toujours par arriver, toujours, pendant 3 jours. Antoine évita Camille comme la peste. Il partait de l'hôtel particulier avant son arrivée, revenait après son départ, laissait des instructions écrites sur ce qui devait être nettoyé, ne la croisait même pas par hasard. Mais ses rêves empiraient chaque nuit. Les visions devenaient plus vives. Il voyait tout maintenant. Il se voyait comme Philippe, jeune et amoureux. Il voyait Isabelle, en robe blanche, promettant d'attendre. Il voyait le départ pour la guerre. Il voyait la dernière fois qu'ils s'étaient embrassés, et pire encore, il voyait la mort. Il sentait la lame traverser sa poitrine, sentait le sang couler, entendait sa propre voix, criant son nom, sentait la trahison, brûlant plus que la blessure. Il se réveillait toutes les nuits à 3 heures du matin, exactement, l'heure où Philippe était mort. Antoine essaya d'ignorer, essaya de rationaliser. Peut-être était-ce le stress, peut-être avait-il besoin de thérapie, peut-être était-il en train de devenir fou. Mais au fond, il connaissait la vérité, et la vérité faisait plus mal que n'importe quelle blessure d'épée. Camille, elle aussi, souffrait. Les 3 jours sans voir Antoine furent les pires de sa vie. La culpabilité augmentait à chaque heure. Elle savait qu'il l'évitait, savait que son rejet était l'écho de 373 années de douleur. Elle pensa à abandonner, pensa à démissionner, pensa à disparaître de sa vie pour toujours. Après tout, n'était-ce pas ce qu'il voulait? N'était-ce pas ce qu'elle méritait? Mais quelque chose la retenait là. Une voix intérieure qui insistait. « Tu as juré, tu as fait une promesse. Peu importe le nombre de vies qui passent, tu dois la tenir. » Le 4e jour, tout changea. Camille arriva pour travailler comme d'habitude, commença à nettoyer le salon. Et alors, elle vit. L'épée qui était toujours accrochée au mur n'était plus là. Elle était posée sur une chaise, brillant sous la lumière du matin. Camille s'approcha lentement, le cœur battant fort. Quelque chose dans cette épée l'appelait. Quelque chose d'ancien, de familier et d'atterrissant. Elle tendit la main, toucha le cabot froid, et le monde
Disparaki. Vision. 1650. Un champ de bataille. Des corps éparpillés, de la fumée et des cris. Et là, tombé sur le sol ensanglanté, Philippe tenait cette même épée. « Isabelle » murmura-t-il d'une voix faible. « Isabelle. » Pourquoi? Camille vit tout, vit le moment exact de sa mort, vit la douleur dans ses yeux, vit la trahison qu'il avait portée jusqu'à son dernier souffle. Et ce fut trop. La vision était trop intense, la douleur était trop ancienne. Camille s'évanouit, tomba sur le sol du salon, tenant l'épée, murmurant un seul nom. Philippe. Antoine était dans sa chambre, quand il entendit le bruit. Descendit en courant. Trouva Camille inconsciente sur le sol, pâle, l'épée tombée à côté d'elle. Il la prit dans ses bras. « Camille, Camille, réveille-toi !» Elle ouvrit les yeux lentement. Elle pleurait, le regarda avec une intensité qui fit reculer Antoine. « J'ai vu, » murmura-t-elle. « J'ai vu ta mort. J'ai vu ce que tu as ressenti. La trahison, la douleur, tout. » Antoine resta paralysé. Les larmes de Camille étaient réelles. Sa douleur était palpable. « Je suis désolé, » continua-t-elle, la voix tremblant. « Je suis tellement désolé. Tu ne méritais pas. Tu ne méritais pas de mourir comme ça, en pensant que je ne t'aimais pas, en pensant que je t'avais abandonné. » Elle agrippa sa chemise fort. « Mais je t'aimais. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Et quand ils m'ont forcé à épouser un autre, je suis morte de l'intérieur. Chaque jour sans toi était un enfer. Et quand j'ai su que tu étais mort, quand j'ai su que tu étais mort en me détestant, je n'ai pas tenu. J'ai perdu notre bébé. J'ai perdu l'envie de vivre. Et 3 mois plus tard, je t'ai suivi. » Antoine ne réussit pas à retenir ses propres larmes. Pour la première fois en 3 jours, il regarda vraiment Camille. Il ne vit pas une femme de ménage, ne vit pas une étrangère. Il vit Isabelle, vit la femme qu'il avait aimée et perdue il y a 373 ans. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-il d'une voix rouée. « Pourquoi m'as-tu retrouvé ?»« Parce que j'ai fait une promesse. » Camille essuya ses larmes, mais elles continuaient de couler. « Avant de mourir, j'ai juré aux cieux que je te retrouverai dans chaque vie, que je te demanderai pardon dans chaque vie, que je ne te quitterai plus jamais, même si cela devait me coûter tout. Et si je n'arrive pas à te pardonner, alors je continuerai à te le demander, dans cette vie et dans les prochaines, jusqu'à ce que tu crois, jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'était pas une trahison, mais un destin cruel qui nous séparait. » Silence. Antoine l'aida à s'asseoir sur le canapé. Ils restèrent là, côte à côte. 2 étrangers qui étaient des âmes sœurs. 2 ennemis qui étaient amants dans une autre vie. « Prouve-le, » dit Antoine finalement. « Quoi? Si tout cela est réel, si nous sommes vraiment Philippe et Isabelle, prouve-le. » Camille le regarda, déconcerté. « Comment ?» Antoine se leva, alla dans le bureau, revint avec la boîte de bois, couverte de poussière. L'ouvrit et en sortit la bague d'or avec le blason. Cette bague appartenait à Philippe. Mon grand-père disait que c'était un héritage de famille. Si tu es Isabelle, tu devrais la reconnaître. Il tendit la bague. Camille regarda la pièce ancienne, or usée, blason d'Artois gravé, et quelque chose d'autre, une inscription minuscule à l'intérieur. Elle prit la bague avec des mains tremblantes. Au moment où ses doigts touchèrent le métal, la vision vint, 1648, une nuit de pleine lune. Isabelle et Philippe cachés dans les jardins de son hôtel particulier. Il enlevait cette bague de son propre doigt, la mettait à son doigt. « Jusqu'à mon retour, » disait-il. « Garde ceci, c'est la preuve de ma promesse. »« Et quelle est ta promesse ?» demandait-elle en souriant. « T'épouser, t'aimer pour toujours, revenir toujours vers toi, quoi qu'il arrive. » Camille serra la bague contre sa poitrine. Les larmes coulaient sans contrôle. Elle regarda Antoine, l'homme qui était Philippe, et murmura les mêmes mots qu'Isabelle avait dit 373 ans plus tôt. « Promets que tu reviendras. » Antoine se figea. Ces mots, il les connaissait. D'où? Comment? Et alors?
Le souvenir vint, pas une vision, un souvenir réel. Il était Philippe, elle était Isabelle, et cela avait été leur dernière conversation avant la guerre. Il tomba à genoux devant elle. L'homme qui ne s'était jamais agenouillé devant personne, qui avait construit un empire sur l'orgueil et le contrôle, était à genoux. Il tint son visage avec ses deux mains, la touchant avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment. Il la regarda dans les yeux, cherchant des mensonges, cherchant de la manipulation, cherchant n'importe quoi qui lui donnerait une excuse pour garder la rage. Et il ne trouva rien de tout cela, seulement la vérité, seulement la douleur, seulement un amour, qui avait survécu à 373 ans de séparation. « Qu'aurais-tu fait » demanda-t-il d'une voix brisée, dépourvu de toute la froideur qu'il avait l'habitude de porter. « Si tu avais été à sa place, si ton père t'avait entraîné dans un mariage forcé, pendant que des hommes te tenaient les bras, si tu avais supplié, crié, pleuré, mais que personne n'ait écouté, si tu n'avais pas eu le choix, aucun choix réel, parce que les femmes, en 1650, n'avaient pas le choix, si elle avait su que l'homme qu'elle aimait était à la guerre, saignant, sur un champ de bataille lointain, pensant qu'elle l'avait trahi, qu'elle l'avait abandonné, qu'elle avait choisi l'or plutôt que l'amour. Qu'aurait-elle fait? Camille serra fort ses mains. Les larmes coulaient sans fin maintenant. Exactement ce qu'Isabelle avait fait. Exactement. Elle se serait battue jusqu'à épuisement de ses forces. Elle aurait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et après, quand tout aurait été perdu, quand la vie serait devenue insurmontable, elle serait morte de chagrin d'amour. Elle serait morte enceinte de l'unique homme qu'elle aimait. Elle aurait perdu son bébé, parce que son corps n'aurait pas pu supporter de vivre sans son âme. Elle serait morte en demandant pardon aux cieux, en implorant que d'une manière ou d'une autre, quelque part, ils l'entendent. Et elle aurait juré, avec son dernier souffle, de le retrouver, à chaque vie, à chaque siècle, pour lui dire la vérité. Pour qu'il sache que ce n'était jamais un abandon. C'était toujours de l'amour. Toujours. Et nous voici. Antoine murmura. 373 ans plus tard. Et je ne sais toujours pas si je peux te pardonner. Je sais. Et c'est normal. Camille remit l'anneau dans ses mains. Je vais attendre. Tout comme tu as attendu à chaque vie sans savoir que tu attendais. Tout comme j'ai cherché à chaque vie sans savoir que je cherchais. Antoine ferma les yeux, serra l'anneau fort. Sentit le poids de 373 ans de colère commencer à craquer. Il n'était pas prêt à pardonner, mais pour la première fois, il était prêt à essayer. « Reste, dit-il. Ne t'en vas pas. Je ne suis jamais parti, répondit Camille. C'est toi qui ne pouvais pas me voir. Dans les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Antoine arrêta d'éviter Camille. Il commença à lui parler. Des questions simples au début. Comment s'était passée sa journée? Mangeait-elle bien? Dormait-elle mieux? Mais les conversations évoluèrent. Il lui demandait des choses sur son enfance, sur ses rêves, sur ses visions. Et Camille répondait à tout avec une honnêteté brutale. Elle raconta avoir grandi pauvre à Montmartre, avoir perdu sa mère à 15 ans, avoir travaillé depuis l'enfance pour survivre, avoir des cauchemars constants avec un soldat qu'elle n'avait jamais connu mais qu'elle aimait désespérément. Antoine écoutait tout, et il percevait les parallèles. La pauvreté de Camille faisait écho à la richesse d'Isabelle. La solitude d'Antoine faisait écho à la solitude de Philippe d'Artois. Ils étaient opposés dans cette vie, tout comme ils avaient été opposés dans cette vie-là. Le destin a un sens de l'humour cruel, fit-il remarquer un jour. Ou un sens de la justice, répondit Camille. Peut-être avions-nous besoin de vivre des vies opposées pour comprendre. Tu avais besoin de sentir la richesse qu'Isabelle avait. J'avais besoin de sentir la pauvreté que Philippe d'Artois avait. Antoine considéra cela. Cela avait du sens d'une manière étrange et poétique. Un après-midi, pendant que Camille faisait le ménage dans la bibliothèque. Antoine mit de la musique, une mélodie ancienne en français. Il ne savait même pas pourquoi il avait choisi cette musique. Il savait seulement qu'il avait besoin de l'écouter. Camille arrêta de nettoyer. Elle resta immobile.
se tourna lentement vers lui, les yeux écarquillés. « Comment connais-tu cette chanson? Je ne la connais pas. Elle est juste. » Apparue dans ma playlist. Elle commença à chanter. Les paroles en vieux français coulaient naturellement de ses lèvres. Une chanson d'amour et d'adieu. Une chanson qu'on n'avait pas entendue depuis 373 ans. Antoine sentit des frissons. Comment connaissait-elle cette chanson? Comment savait-il qu'elle saurait? Isabelle me chantait ça, dit-il, sans même y penser, avant que je ne parte à la guerre. Camille arrêta de chanter, le regarda. Et tu m'as fait promettre que je la chanterais quand tu reviendrais. Je ne suis jamais revenu. Non, tu n'es pas revenu. Et j'ai chanté cette chanson à tes funérailles. Je l'ai chantée seule, pendant que tout le monde me jugeait d'être là. La veuve de l'autre homme pleurant le soldat qui est mort en m'aimant. Les preuves s'accumulaient. Chaque conversation, chaque souvenir partagé, chaque coïncidence impossible. Antoine résistait encore. Sa partie rationnelle criait que c'était de la folie. La réincarnation n'existait pas. Les âmes sœurs n'existaient pas. Les souvenirs de vie passée n'existaient pas. Mais sa partie irrationnelle, la partie qui se réveillait à 3 heures du matin en criant « traîtresse », la partie qui ressentait une douleur dans sa poitrine chaque fois que Camille était près, cette partie connaissait la vérité. Et la vérité était sur le point de devenir impossible à nier, parce que l'anneau d'or avec les armoiries d'Artois gardait un secret. Une inscription si petite qu'il fallait une loupe pour la lire. Antoine n'y avait jamais prêté attention avant. Mais maintenant, avec Camille là, tenant l'anneau contre la lumière, ils virent tous les deux, gravés à l'intérieur de l'anneau, en minuscules lettres, Philippe et Isabelle, éternel. Elle lut l'inscription à voix haute, puis le regarda. C'est moi qui ai fait graver ça, la nuit avant ton départ. J'ai pris l'anneau pendant que tu dormais. Je suis allé chez le forgeron. Je l'ai payé pour qu'il grave. Je voulais que tu te souviennes, que nous sachions, que peu importe ce qui arriverait, nous étions éternels, mais nous ne l'avons pas été, dit Antoine amèrement. 3 mois. Nous n'avons eu que 3 mois avant que tout ne s'écroule. Non. Camille prit sa main. Nous avons eu 373 ans, parce que même séparés, même dans d'autres vies, nos âmes ont continué à se chercher, ont continué à se souvenir, ont continué à s'aimer. Et c'est à ce moment-là, en tenant cet ancien anneau avec l'inscription qui promettait l'éternité, qu'Antoine sentit enfin la colère commencer à fondre. Il attira Camille près de lui, colla son front au sien, ferma les yeux et murmura les mots qu'elle avait attendus 373 ans pour entendre. « Je te crois. » Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était le début. Certaines personnes vont faire une pause ici, vont analyser l'impossible, vont se demander si c'est réel, si des connexions comme ça existent vraiment, si vous êtes une de ces personnes, si ces mots touchent quelque chose de profond en vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde portent des souvenirs de vie passée sans le savoir, portent des connexions inexplicables, portent des amours qui transcendent le temps. Cette histoire est pour vous. Ce qui s'est passé dans les jours suivants était difficile à expliquer. Antoine et Camille n'étaient pas exactement un couple, mais ils n'étaient pas non plus patron et femme de ménage. C'étaient 2 âmes essayant de guérir 373 ans de douleur. Ils parlaient pendant des heures, du passé, du présent, des vies qu'ils avaient vécues sans savoir qu'ils se cherchaient. Antoine raconta son enfance difficile, avoir vu sa mère travailler jusqu'à l'épuisement, avoir juré de ne plus jamais être pauvre, avoir construit un empire basé sur la méfiance. Et Camille comprit, parce que Philippe d'Artois était mort pauvre et trahi. Bien sûr qu'Antoine construirait une vie de richesse et de contrôle. C'était la compensation de son âme pour une vie perdue dans la misère. Camille raconta sa vie de travail acharné, ne jamais rien avoir, toujours servir les autres, sentir qu'elle méritait cette pauvreté sans savoir pourquoi. Et Antoine comprit, parce qu'Isabelle avait vécu dans le luxe pendant que Philippe d'Artois souffrait. Bien sûr que Camille porterait la culpabilité et se punirait avec la pauvreté. C'était la pénitence de l'âme, pour des privilèges d'une autre vie.
Tout prenait son sang. Chaque détail de leurs vies actuelles était un écho de vie passée. Mais il manquait encore quelque chose. Une pièce cruciale du puzzle. Et cette pièce était sur le point de se révéler de la manière la plus impossible. Cela se produisit par un après-midi pluvieux. Antoine travaillait chez lui. Camille nettoyait le salon de musique. Une pièce qu'elle évitait généralement. Quelque chose, dans cet endroit, la mettait mal à l'aise. Là, il y avait une guitare ancienne, appuyée sur un support. C'était une relique. Elle avait appartenu au grand-père d'Antoine. Personne n'y avait touché, depuis des décennies. Camille regarda l'instrument. Elle sentit une attraction étrange. Quelque chose l'attirait, quelque chose d'ancien et de familier. Avant qu'elle puisse réfléchir, elle prit la guitare, s'assit, ajusta l'instrument sur ses genoux et commença à jouer. Ses doigts se mouvaient seuls, glissaient sur les cordes avec perfection, formaient des accords qu'elle n'avait jamais appris, jouaient une mélodie qui n'existait dans aucun livre moderne de musique. La musique était ancienne, triste, belle. Elle sonnait comme quelque chose de siècles en arrière. Antoine entendit la musique depuis son bureau. Il se figea. Cette mélodie, il la connaissait. Mais d'où? Il se leva lentement, suivit le son, s'arrêta devant la porte du salon de musique. Là, il y avait Camille, jouant de la guitare avec perfection, des larmes coulant sur son visage, complètement perdue dans la musique. « Quand as-tu appris à jouer ?» demanda Antoine. D'une voix rauque, Camille s'arrêta, regarda ses propres mains, comme si elle ne les reconnaissait pas. « Je n'ai jamais appris, je ne sais pas jouer de la guitare, donc je... » Elle lâcha l'instrument, comme s'il brûlait, regarda Antoine avec terreur. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Antoine entra dans la pièce, prit la guitare, la lui offrit. « Joue encore. Je ne sais pas comment. Joue, s'il te plaît. » Camille prit la guitare, avec des mains tremblantes, positionna ses doigts et commença à jouer, de nouveau. La même musique, parfaite, impossible. Antoine ferma les yeux, et la mémoire vint, comme une vague. 1648. Les jardins de l'hôtel particulier d'Isabelle. Philippe assis sur un banc de pierre. Isabelle jouant de la guitare et chantant, sa voix douce, la musique triste et belle. « Qu'est-ce que c'est, cette musique ?» demandait Philippe. « Une chanson que ma grand-mère m'a enseignée. C'est à propos d'amour, qui survit à la mort. À propos d'âme, qui se rencontre, vie après vie. C'est beau. » Isabelle souriait. « Je jouerai pour toi, toutes les nuits, quand tu m'épouseras, quand nous construirons notre maison. Je jouerai jusqu'à ce que nous soyons vieux ensemble. Tu promets ? Je promets. » Antoine ouvrit les yeux. Camille jouait toujours. Ses doigts dansaient sur les cordes, avec une familiarité impossible. Les larmes tombaient sur la guitare ancienne, tachant le bois vieilli. Elle jouait et pleurait, et ne savait même pas pourquoi. Elle savait seulement que cette musique venait de quelque part de profond, quelque part antérieur à cette vie, quelque part où elle connaissait chaque note, chaque pause, chaque soupir de cette mélodie. « Tu as promis, » dit Antoine, d'une voix étranglée. « Tu as promis de jouer pour moi, toutes les nuits. Tu as promis que, quand nous nous marierions, ce serait notre chanson, que je m'endormirais en t'écoutant jouer, que nos enfants grandiraient en écoutant cette mélodie. Tu as promis, Isabelle. » Camille s'arrêta. Les doigts se figèrent sur les cordes. Le dernier accord résonna dans la pièce. Avant de mourir dans le silence, elle le regarda, avec des yeux écarquillés. Comment savait-il ça? Comment savait-il? À propos de la promesse qu'elle ne se souvenait même pas avoir faite. Et alors vint la vision, plus forte que toutes les précédentes, plus vive, plus réelle. Elle vit tout, non pas comme observatrice, mais comme quelqu'un qui vit. Elle se vit, comme Isabelle, jeune de 24 ans, assise dans le jardin de l'hôtel particulier de sa famille. La nuit était chaude. Des étoiles brillaient au-dessus,
Et là, à ses côtés, Philippe, soldat fort, mais gentil, pauvre, mais honnête. Il l'écoutait jouer cette chanson que sa grand-mère lui avait enseignée, une chanson sur les âmes sœurs qui se rencontrent vie après vie. Elle vit la promesse être faite, vit Philippe sourire, vit les deux, rêvant d'un futur qu'ils n'eurent jamais la chance de vivre, vit les nuits dans les jardins, vit la guitare être jouée, sous la lune, vit 373 ans en arrière, comme si c'était hier. La guitare tomba de ses mains et heurta le sol, avec un son sourd. Camille se leva, titubante. Ses jambes fléchissaient. Le monde tournait. Elle recula, jusqu'à s'adosser au mur, ayant besoin de quelque chose de solide pour se soutenir, tandis que la réalité se fragmentait. « Je me souviens », elle murmura, et sa voix sortit comme un cri étouffé, de quelqu'un qui se noie dans les souvenirs. « Dieu, je me souviens de tout, de chaque nuit, de chaque promesse, de chaque... » Antoine s'approcha lentement. Il avait peur que s'il bougeait trop vite, elle disparaîtrait comme un mirage. « De quoi te souviens-tu, Camille ? » « De nous, » répondit-elle, et chaque mot était une révélation. Dans les jardins de ma famille, j'avais 24 ans. Tu en avais 26. Tu étais soldat, j'étais la fille d'un marquis. Mon père te détestait, parce que tu étais pauvre. Mais je m'en fichais. Je jouais de la guitare pour toi, toutes les nuits. Tu me faisais promettre que je jouerais toujours, que, quand nous nous marierions, ce serait notre tradition. Et puis tu es parti à la guerre. 9 mars 1650. Tu es parti à l'aube. Je t'ai donné la bague. Tu as promis de revenir dans 6 mois. Tu as promis que nous nous marierions. Et je ne t'ai plus jamais revu. 3 mois plus tard, ils m'ont traîné dans cette chapelle. Et quand j'ai su que tu étais mort, en pensant que je t'avais trahi, j'ai brisé la guitare. Je l'ai brisée de mes propres mains. J'ai écrasé chaque corde. J'ai fracassé le bois. Parce que je ne supportais pas le souvenir. Je ne supportais pas la musique, qui aurait dû être nôtre, mais ne l'a jamais été. Ils se regardèrent. Le salon de musique disparut. Pendant 1 seconde, ils étaient Philippe et Isabelle, de nouveau, jeunes, amoureux, entiers. Et puis, le moment passa. Ils redevinrent Antoine et Camille. 2 personnes brisées, essayant de rassembler les morceaux, d'âmes qui s'étaient perdues. Il y a des siècles. « Joue pour moi », demanda Antoine, d'une voix brisée. « Joue la musique que tu as promise. » Camille ramassa la guitare, essuya ses larmes, inspira profondément et joua. La mélodie emplit la pièce, ancienne, parfaite, impossible. Antoine ferma les yeux et écouta. Et pour la première fois, en 373 ans, Philippe, enfin, écouta la musique qu'Isabelle avait promis de jouer. Il reçut enfin ce qui lui avait été enlevé. Il sentit enfin la promesse, être tenu. Quand la musique se termina, le silence dans la pièce était sacré. Antoine ouvrit les yeux, marcha vers Camille, s'agenouilla devant elle, prit ses mains, qui tenaient encore la guitare. Et alors, pour la première fois, depuis qu'ils s'étaient retrouvés, Antoine toucha Camille, pour de vrai. Pas un toucher accidentel, pas un toucher hésitant, un toucher proposé. Et profond, il tint son visage avec ses 2 mains, la regarda dans les yeux. Et quand leurs yeux se rencontrèrent, quand leurs âmes, enfin, se touchèrent, sans barrière, la vision vint, pour les 2, en même temps, plus forte que jamais. 1650, 8 juin, midi, un champ de bataille, en plein cœur de la France. L'odeur âcre de la poudre et du sang flottait dans l'air. Des cris d'hommes blessés résonnaient. Et là, gisant sur la terre rouge, Antoine. L'épée ennemie avait transpercé sa poitrine. Le métal froid lacérait sa chair, l'os se brisant, ses poumons se remplissant de sang. La douleur était moindre que la trahison. Son corps mourant importait moins que son cœur déjà anéanti. Il l'appelait. « Camille, Camille, pourquoi? Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi avoir choisi un autre ?»
la vie s'échappant de ses lèvres ensanglantées, ses yeux se fermant. La dernière chose qu'il sentit ne fut pas la blessure, mais la sensation d'avoir été trahi par la seule personne en qui il avait entièrement confiance, et loin de là, à la même heure précise, en ce même après-midi du 8 juin, dans la chapelle familiale des Rivières, à Lyon. Camille était traînée vers l'autel. La robe blanche, qui aurait dû être pour Antoine, était maintenant profanée par un autre homme. Elle criait jusqu'à en perdre la voix, se débattait jusqu'à avoir les bras meurtris, implorait jusqu'à ne plus avoir de mots. Mais son père la maintenait, d'une main de fer. Les invités assistaient, dans un silence malaisé. Le fiancé attendait à l'autel, avec un sourire victorieux. Et quand le prêtre demanda si elle acceptait, elle dit non. Elle dit non 10 fois. Mais son père répondit pour elle, oui, elle accepte. Et aux yeux de la loi, aux yeux de Dieu, aux yeux de cette société cruelle, elle était mariée, trahissant l'homme qu'elle aimait, sans avoir choisi de le faire, Antoine mourant, croyant qu'elle l'avait trahi par choix. Camille étant forcée de trahir, sans aucun choix. 2 âmes, détruites au même instant, le même jour, à la même heure, séparées par 400 km de distance, mais connectées par des siècles de douleur, et aucun des deux ne sachant que l'autre souffrait exactement au même moment. Aucun des deux ne sachant qu'ils étaient tous deux des victimes. Aucun des deux ne sachant que l'amour était réel, qu'il avait toujours été réel. Et ensuite, ce qui vint ensuite. Camille découvrant qu'Antoine était mort. Camille perdant l'enfant qu'elle portait. Camille dépérissant. Camille mourant 3 mois plus tard, implorant le pardon des cieux. Antoine Dubois et Camille Rivière ont tout vu, ont tout ressenti, ont tout revécu. Quand la vision disparut, ils étaient tous deux à terre, enlacés, pleurant. 373 ans de douleur, enfin libérés. « Tu ne m'as pas trahi », Antoine murmura, entre 2 sanglots. « Tu ne m'as jamais trahi. On t'y a forcé. Tu t'es battu. Tu as essayé. » Camille agrippa sa chemise avec force. « Je me suis tellement battu. Tant, mais ça n'a pas suffi. Je n'ai pas réussi à sauver notre amour. Je n'ai pas réussi à sauver notre bébé. Je n'ai pas réussi. » Sa voix se brisa. Elle enfouit son visage dans sa poitrine et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des vies. Pleura pour la Camille qui avait tout perdu. Pleura pour l'Héléna qui avait porté la culpabilité sans comprendre. Pleura pour 373 ans de douleur. Et Antoine pleura avec elle, pour l'Antoine qui était mort, trahi. Pour l'Antoine qui avait vécu sans faire confiance. Pour 373 ans de rage. Ils restèrent là, sur le sol du salon de musique, enlacés, pleurant, laissant des siècles de douleur enfin être lavés. Et quand les larmes finirent par cesser, quand ils réussirent à respirer de nouveau, Antoine fit quelque chose qu'Antoine Dubois n'avait jamais pu faire. Il prit le visage de Camille entre ses mains, la regarda dans les yeux, et dit les mots qu'elle attendait depuis 373 ans. « Je te pardonne, Camille, je te pardonne. » Camille sanglota, couvrit sa bouche avec ses mains, hocha la tête, incrédule. « Vraiment, vraiment ?» Antoine essuya ses larmes. « Tu n'avais pas le choix. Tu as été victime. Et moi, j'ai perdu 373 ans, à te blâmer pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. » Il colla son front contre le sien. « Me pardonnes-tu de mettre autant de temps? Je te pardonne depuis 373 ans. » Camille sourit entre ses larmes. « J'attendais juste que tu te pardonnes à toi-même. » Et là, à cet instant, 373 ans de dettes furent payés. 373 ans de culpabilité furent libérés. 373 ans de séparation prirent fin. Antoine Dubois et Camille Rivière étaient enfin en paix. Antoine et Camille pouvaient enfin recommencer. Si vous n'avez pas ressenti de frisson, relisez, parce que ce qui vient de se passer n'est pas juste une histoire, c'est une guérison. C'est la preuve que l'amour véritable ne meurt pas. Il attend juste. Et quand il a enfin sa chance, il guérit tout, toutes. Mais l'histoire n'était pas encore finie, parce que le pardon n'est que le commencement. La vraie guérison vient avec la vérité complète.
Et la vérité complète devait encore être révélée. Dans les jours suivants, Antoine devint obsédé. Il avait besoin de preuves, des preuves documentaires, des preuves que le monde pouvait voir. Pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il avait besoin d'honorer la mémoire d'Antoine Dubois et de Camille Rivière. Il avait besoin de prouver que leur amour avait existé, que la tragédie avait eu lieu, que tout cela était réel. Il engagea des historiens, des chercheurs, des spécialistes en généalogie, leur donna tous les détails qu'il avait: nom, date, la ville de Lyon, le nom de famille Rivière. Et ils trouvèrent. 3 semaines plus tard, Antoine reçut un email qui allait tout changer. Un chercheur avait trouvé des registres dans un musée à Paris. Des registres de 1650, des registres de mariages forcés, des registres de soldats morts au combat. Et au milieu de ces registres, 2 actes de décès. Le premier, Antoine Dubois, soldat, mort au combat le 8 juin 1650, blessure d'épée à la poitrine. Dernier enregistrement, a crié le nom de Camille avant de décéder. Le deuxième, Camille Rivière, veuve, décédée le 15 septembre 1650. Cause, chagrin après avoir perdu sa grossesse. Dernier enregistrement, en délire implorait le pardon de quelqu'un appelé Antoine. Antoine lut et relut les actes, les dates, les détails. Tout concordait, chaque détail de la vision, chaque morceau de la mémoire. Mais il y avait plus. Le chercheur avait envoyé des photos d'un portrait trouvé au musée, un portrait de 1648. Antoine ouvrit le fichier, et ce qu'il vit le fit tomber à genoux. Sur le portrait, un jeune soldat en uniforme militaire. À ses côtés, une jeune femme en robe noble. Ils se tenaient les mains, souriaient, et en dessous, une inscription: Antoine Dubois et Camille Rivière, fiançailles, 1648. Le visage du soldat était identique à celui d'Antoine. Exactement, même nez, mêmes yeux, même expression. Le visage de la femme était identique à celui de Camille. Exactement, même sourire, même marque de naissance visible sur le poignet. Même âme dans les yeux. Antoine pleura en regardant ce portrait. Pleura parce que là était la preuve qu'il n'était pas fou, que Camille n'était pas folle, que tout cela était réel. Il imprima le portrait, l'encadra. Et quand Camille arriva pour travailler, le lendemain, il l'attendait dans le salon, avec le tableau dans les mains. « J'ai besoin de te montrer quelque chose », dit-il. Camille s'approcha, vit le portrait, et ses jambes flanchèrent. Antoine la retint avant qu'elle ne tombe, la soutint jusqu'au canapé. Camille serrait le tableau entre ses mains tremblantes. « C'est nous », murmura-t-elle. « Mon Dieu, c'est vraiment nous. »« Je sais. » Antoine s'assit à côté d'elle. « J'ai aussi trouvé les actes de décès. Tout ce que nous avons vu dans les visions. Tout est documenté. C'est réel, Camille. Tout ça est réel. » Camille le regarda, puis le portrait, puis de nouveau lui. « Tu crois maintenant? Complètement? » « J'y crois. » Antoine lui prit la main. « Je crois que nous sommes des âmes sœurs. Je crois que nous nous aimons depuis 373 ans. Je crois que nous avons été séparés par une tragédie. Et je crois que nous nous sommes retrouvés pour terminer ce que nous avons commencé. » Camille sourit à travers ses larmes. « Alors, terminons. »« Quoi? » ?»« Ce que nous avons commencé. Tu m'as demandé en mariage en 1648. J'ai dit oui. Mais nous ne nous sommes jamais mariés. » Antoine la contempla. Cette femme qui l'attendait depuis 373 ans. Cette âme qui n'avait jamais abandonné. Cet amour qui avait survécu à la mort elle-même. Et là, dans cette pièce, avec le portrait de 1648 entre leurs mains, Antoine fit ce que Philippe n'avait jamais pu faire. Il s'agenouilla, sortit de sa poche une bague en or ornée des armoiries d'Artois, la regarda droit dans les yeux. « Isabelle Marie, qui est aujourd'hui Camille Rivière. Tu as attendu 373 ans pour cette question, et j'ai attendu 373 ans pour la poser. Épouse-moi,
dans cette vie et dans toutes les autres à venir. Camille pleura, rit, se couvrit le visage, le découvrit, et répondit la même chose qu'elle avait dite il y a 373 ans. Oui, oui, 1000 fois oui. Antoine glissa la bague à son doigt, la même bague que Philippe avait donnée à Isabelle, la même bague avec l'inscription « Philippe et Isabelle, éternels », parce que certains amours sont vraiment éternels. Et quand ils s'embrassèrent, ils n'étaient plus Antoine et Camille, ils n'étaient plus Philippe et Isabelle, ils étaient deux âmes enfin réunies, deux moitiés enfin entières, un amour enfin libre. 373 ans d'attente, 373 ans de douleur, 373 ans de recherche, et tout cela en valait la peine. Parce que l'amour véritable en vaut toujours la peine, trouve toujours un chemin, gagne toujours. Mais le destin leur réservait une dernière épreuve, une dernière chance de répéter le passé, ou de le changer à jamais. 3 mois après la demande en mariage, la vie de Camille commença à s'effondrer. Sa colocataire perdit son emploi, le loyer prit du retard. Le propriétaire menaça d'expulsion. Camille avait urgemment besoin d'argent. Et alors, une proposition apparut, un homme riche, héritier d'une famille très en vue. Il avait vu Camille au marché, s'était renseigné, avait découvert qu'elle était endettée, et fit une offre. Il paierait toutes ses dettes, lui donnerait une maison où vivre, un salaire généreux, tout ce dont elle aurait besoin. En échange, elle l'épouserait. Un mariage de convenance, sans amour, juste une affaire. Le père de Camille, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, apparut de nulle part, soutenant la proposition, disant que c'était sa chance, qu'elle était folle de refuser, que les filles comme elle ne refusaient pas ce genre d'opportunité. Camille s'assit dans la cuisine de cette misérable maison qu'elle partageait avec des inconnus. Regarda la carte de visite de l'homme riche, regarda la bague en or d'Antoine à son doigt et sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est déjà arrivé, exactement comme ça. Un homme riche offrant tout, le père faisant pression, les dettes l'étouffant, la promesse d'un salut à travers un mariage sans amour. En 1650, Isabelle avait accepté, avait trahi Philippe par désespoir, et tous deux en avaient payé le prix pendant 373 ans. Camille regarda la bague et prit la décision qu'Isabelle n'avait pas pu prendre. Non, elle déchira la carte, appela Antoine, et lui raconta tout. Quand Antoine entendit l'histoire, il sentit son sang se glacer. Les parallèles étaient terrifiants, tout était pareil. Tout menait à la même fin tragique. Mais cette fois, ce serait différent, parce que cette fois, il était vivant. Cette fois, il pouvait se battre pour elle. Cette fois, personne ne les séparerait. Il alla chez Camille le soir même, payer toutes les dettes, affronter le propriétaire, affronter l'homme riche qui avait fait la proposition, et affronter son père. Elle n'est pas à vendre, dit Antoine d'une voix ferme. Elle ne l'a jamais été, et si vous essayez de la forcer à nouveau, vous devrez me passer sur le corps avant. Le père de Camille recula. L'homme riche abandonna. Et pour la première fois en 2 vies, le destin changea de cap. Antoine serra Camille contre lui ce soir-là et murmura « Cette fois, je me bats pour toi. Cette fois, je ne laisserai personne t'emmener. » Camille pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Parce que finalement, après 373 ans, quelqu'un se battait pour elle, finalement. Elle n'était pas seule. Cette histoire ne devrait pas exister. Cela ne devrait pas être possible. Mais cela arrive. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si chaque mot a touché quelque chose de profond en vous, sachez que ce n'est pas par hasard. Certaines histoires choisissent qui va les écouter. Et celle-ci vous a choisi. Ils se marièrent 6 mois plus tard. Antoine voulait organiser une célébration grandiose, voulait louer le salon le plus luxueux de Paris, voulait inviter des centaines de personnes, voulait montrer au monde que Camille Rivière, la femme de ménage que personne ne voyait, était maintenant sa femme, son égale, son âme sœur. Mais Camille demanda quelque chose de différent. Pas une chapelle luxueuse, pas des centaines d'invités, mais un endroit qui signifiait tout, un petit village en Bourgogne,
un village aux ruelles pavées et aux églises anciennes. Le village où Isabelle était née il y a 373 ans. Le village où Philippe, soldat pauvre mais honnête, l'avait demandé en mariage dans un jardin illuminé par la lune. Et plus précisément, cette église. L'église Saint-Martin, la même où Isabelle avait été traînée à l'autel le 8 juin 1650. La même où elle avait crié non 10 fois mais avait été forcée de dire oui. La même où tout s'était effondré et où 2 destins avaient été détruits. Antoine comprit immédiatement pourquoi Camille voulait se marier là-bas. Ce n'était pas du masochisme, ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la guérison. C'était transformer le lieu de la plus grande douleur en lieu de la plus grande joie. C'était réécrire l'histoire. C'était dire à l'univers, vous ne gagnez pas, l'amour gagne. Alors ils y allèrent, par un samedi matin ensoleillé, sans foule, sans photographe, sans ostentation. Cette fois, il n'y eut pas de force, pas de larmes de désespoir, pas de promesses brisées par des pressions extérieures. Camille entra dans cette église au bras d'Antoine. Son bras était entrelacé au sien par choix, pas par des chaînes. Portait une robe simple et blanche, mais blanche d'un nouveau commencement. Pas blanche tachée par l'imposition. Il portait un costume simple, mais gardait dans sa poche la bague en or ornée des armoiries d'Artois, la même que Philippe avait donnée à Isabelle. Il n'y avait plus qu'eux, le prêtre, et les âmes d'Antoine et Isabelle, témoins depuis l'éternité. Mais lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, lorsqu'ils se dirent « oui », les murs de cette ancienne chapelle furent les témoins de la guérison de 373 années. Antoine et Isabelle se marièrent enfin. Camille et Antoine tinrent enfin leurs promesses. Et lorsqu'ils s'embrassèrent, comme mari et femme, le poids que tous deux portèrent depuis toujours disparut. La culpabilité de Camille s'évapora. La colère d'Antoine se dissipa. 373 années de douleur, effacées en un seul baiser. Là, dans cette même chapelle, où tout avait mal tourné, tout finit enfin par s'arranger. Ils sortirent de cette église, main dans la main, libres, complets, guéris. Et tandis qu'ils marchaient dans les rues pavées de Paris, Camille eut une dernière vision. 1648, ces mêmes rues. Antoine et Isabelle marchant ensemble, rêvant de l'avenir, faisant des projets, se promettant l'amour éternel, et d'une manière ou d'une autre. À travers le voile du temps, Camille vit Isabelle se retourner, la vit sourire, la vit faire un signe de la main, comme si elle savait, comme si elle pouvait voir Camille, comme si elle disait « Tu as tenu ta promesse, merci, repose-toi maintenant ». Camille cligna des yeux, la vision disparut. Elle regarda Antoine, et elle sut qu'il avait vu la même chose, car des larmes coulèrent sur son visage. Ils s'arrêtèrent au milieu de la rue, s'étreignirent, et laissèrent Antoine et Isabelle, enfin, reposer en paix, car la promesse avait été tenue, la dette avait été payée, l'amour avait finalement triomphé. 6 mois après le mariage, quelque chose d'inattendu arriva. Camille découvrit qu'elle était enceinte. Elle et Antoine s'assirent dans le cabinet médical, en silence, regardant l'image sur l'échographie. Un bébé, une vie nouvelle, une chance de recommencer. Antoine serra fort la main de Camille. Il se souvint du bébé qu'Isabelle avait perdu, se souvint de la douleur, se souvint de la tragédie. Cette fois, ce sera différent, murmura-t-il. Cette fois, ce sera différent, confirma Camille. Et ce fut le cas. 9 mois plus tard, une petite fille naquit, en bonne santé, parfaite, criant fort et vivante. Ils l'appelèrent Isabelle, en hommage à la femme qui n'avait jamais abandonné, à l'âme qui avait cherché à travers les siècles, à la promesse qui s'était enfin réalisée. Et quand Antoine prit ce bébé dans ses bras, quand il regarda Camille, allongée sur le lit d'hôpital, souriant, fatiguée mais heureuse, il comprit enfin. Il ne s'agissait pas de réincarnation, il ne s'agissait pas de vie passée, il ne s'agissait pas de destin, il s'agissait d'amour. Un amour si fort qu'il transcende la mort. Un amour si pur qu'il survit au siècle. Un amour si vrai
qu'ils trouvent toujours un chemin de retour. Camille et Antoine n'étaient pas seulement Antoine et Isabelle dans de nouveaux corps. Ils étaient la preuve vivante que certaines connexions sont éternelles. Certaines promesses ne meurent jamais. Certains amours ne finissent jamais. Ils attendent seulement la vie parfaite, la chance parfaite, le moment parfait. Et quand ce moment arrive, quand deux âmes se retrouvent enfin, la guérison arrive, le pardon arrive, l'amour vence. Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà senti une connexion instantanée, inexplicable, qui défie toute logique? Avez-vous déjà regardé dans les yeux d'un inconnu et senti que vous aviez regardé dans ses yeux 1000 fois auparavant? Avez-vous déjà ressenti une culpabilité profonde, écrasante, pour quelque chose dont vous ne vous souvenez pas avoir fait? Avez-vous déjà porté une peur de l'abandon qui n'a pas d'origine dans cette vie? Avez-vous déjà eu un amour si inexplicable, si intense, si impossible à rationaliser, qu'il ne peut venir que d'une autre vie? Alors vous savez. Vous savez que cette histoire n'est pas seulement à propos de Camille et Antoine. Ce n'est pas seulement à propos d'Antoine et Isabelle, c'est à propos de vous, à propos des connexions que vous portez et ne comprenez pas, à propos des peurs que vous ressentez mais ne pouvez pas nommer, à propos des amours que vous cherchez sans savoir pourquoi, à propos des personnes qui entrent dans votre vie et semblent instantanément fondamentales, comme si vous les connaissiez depuis des siècles, parce que, peut-être, vous les connaissez, parce que nous tous, chacun de nous, portons des promesses d'autres vies, des promesses que nous avons faites et oubliées, mais dont nos âmes se souviennent. Nous recherchons tous des âmes que nous avons perdues dans le temps, dans des guerres, dans des tragédies, dans des circonstances cruelles qui nous ont séparés avant que nous puissions terminer ce que nous avons commencé. Nous attendons tous le pardon, que nous mettons des siècles à donner ou à recevoir, des guérisons, qui prennent plusieurs vies pour arriver, des amours, qui transcendent la mort, parce qu'ils sont trop forts pour mourir. Et la leçon que Camille et Antoine ont apprise, la leçon qu'Antoine et Isabelle ont payé 373 ans pour enseigner. C'est simple, n'abandonnez jamais l'amour, même quand cela semble impossible, même quand le temps, la distance, la mort séparent. L'amour véritable trouve toujours un chemin de retour, toujours, des années plus tard, par un après-midi banal de samedi. Camille était dans le salon de musique de la maison, qu'elle appelait désormais son foyer. L'hôtel particulier, qui était autrefois son lieu de travail, était maintenant son refuge, les pièces, qu'elle nettoyait autrefois comme femme de ménage, habitée désormais comme propriétaire, comme épouse, comme mère. La transformation la surprenait encore parfois. De Camille Rivière, femme de ménage invisible, qui travaillait 3 emplois pour survivre, à Camille Dubois, épouse aimée et mère dévouée, mais elle savait que ce n'était pas une transformation. C'était un retour, revenir à celle qu'elle avait toujours été destinée à être. Isabelle, leur fille, avait 5 ans maintenant, des cheveux sombres, comme ceux d'Antoine, des yeux doux, comme ceux de Camille, et une âme ancienne, qui parfois les effrayait par sa sagesse, ce jour-là, tandis que Camille pliait des vêtements. Isabelle fit quelque chose d'inattendu. Elle entra dans le salon de musique, regarda la guitare ancienne, qui se trouvait sur le support, la même que Camille avait jouée ce jour impossible, lorsque ses doigts créèrent une musique qu'elle n'avait jamais apprise. La petite fille regarda l'instrument avec une expression étrange, un mélange de reconnaissance et de curiosité, comme si quelque chose l'attirait vers cet objet. Camille allait appeler sa fille, lui dire de ne pas toucher à la guitare délicate quand elle s'arrêta. Quelque chose la fit rester silencieuse, observer. Isabelle prit la guitare avec précaution, l'installa sur ses petites jambes avec une facilité qu'elle ne devrait pas avoir, positionna ses minuscules doigts sur les cordes et commença à gratter. Camille se figea. Son cœur s'arrêta. Elle appela Antoine d'une voix tremblante. Il vint en courant de la bibliothèque, s'arrêta à la porte à côté d'elle. Ils se regardèrent. Cette guitare, cette position,
cette concentration profonde sur le visage de la petite fille de 5 ans, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et alors, Isabelle commença à jouer, lentement, hésitante, les petits doigts luttant pour atteindre les accords. Mais la mélodie était inconfondable, impossible, terrifiante, merveilleuse. C'était la même musique, exactement. La musique que Camille avait jouée sans jamais l'avoir apprise. La musique qu'Isabelle de 1648 jouait à Antoine sous les étoiles. La musique, une promesse d'amour, qui survit à la mort, et d'âme qui se retrouve, vie après vie. La musique, qui avait traversé 373 ans, et maintenant, elle était jouée par une petite fille, qui n'avait jamais pris un seul cours de guitare, par une âme, qui peut-être se souvenait, qui peut-être portait, qui peut-être faisait partie de cette histoire, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore complètement. « Comment connais-tu cette musique ?» demanda Camille, la voix tremblante. Isabelle la regarda, avec ses grands yeux innocents. « Je ne sais pas, maman, dit-elle. Je sais juste. C'est comme si je l'avais toujours su. » Antoine et Camille échangèrent un regard. Et ils comprirent. Les âmes ne se retrouvent pas seulement. Elles continuent à travers les générations, à travers les vies, à travers le temps et l'amour qu'ils avaient à partager. Cet amour n'était pas mort en 1650. Il n'avait pas ressuscité en 2025. Il avait toujours été là, attendant, préservé à travers les siècles, transmis. Et maintenant, dans cette salle de musique, avec leur fille, jouant une chanson, vieille de 373 ans, Antoine et Camille comprirent enfin la vérité complète. L'amour ne meurt jamais. Il change juste de forme. Il trouve de nouveaux corps, de nouvelles vies, de nouvelles chances, mais l'essence, la connexion, la promesse, elles sont éternelles. Camille regarda par la fenêtre de cette salle vers le jardin où elle et Antoine avaient planté des fleurs vers la vie qu'ils avaient construite ensemble, vers le futur, que Philippe et Isabelle n'avaient jamais eu. Et elle murmura les derniers mots qu'Isabelle avait prononcés avant de mourir en 1650. Pardon accordé, promesse tenue, amour éternel. Antoine la serra dans ses bras, par derrière, embrassa son cou et murmura en retour « éternel ». Et là, avec ce mot, 373 ans d'histoire arrivèrent enfin à leur fin, non pas avec tristesse, non pas avec douleur, mais avec pace, parce que certaines histoires ont besoin de siècles pour être achevées, certaines promesses ont besoin de multiples vies pour être tenues, certains amours ont besoin de 373 ans pour être enfin libres. Et quand cela arrive, quand deux âmes se guérissent enfin, quand le pardon est accordé et que l'amour triomphe, la sensation est indescriptible. C'est comme rentrer à la maison après des siècles d'errance. C'est comme respirer pour la première fois depuis des vies. C'est comme se souvenir de qui vous êtes vraiment. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, si chaque mot a résonné dans votre âme, si vous avez ressenti des frissons, des larmes, de la reconnaissance, alors sachez ceci, votre âme se souvient aussi, votre âme cherche aussi, votre âme porte aussi des promesses qui ont besoin d'être tenues. Et quelque part, dans un certain temps, dans une certaine vie, vous aussi, vous trouverez cette connexion, cet amour, ce pardon qui a attendu des siècles pour vous. Et quand vous le trouverez, vous le saurez, parce que les âmes reconnaissent, les âmes, l'amour reconnaît, l'amour et les promesses éternelles ne sont jamais oubliées. Juste endormi, attendant le moment venu
pour le bon amour, pour vous.